Monsieur Adel Bensassi, bonjour. Bonjour. Alors, l'industrie automobile, entre la phase d'importation et de production, faut-il impérativement accélérer la création d'un tissu de sous-traitance performant et compétitif pour atteindre, bien sûr, conformément, bien sûr, au cahier de charge, les 30% de taux d'intégration progressive de 5, 20, 25 et 30%. Oui, Sur très 5 ans. bien. D'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Effectivement, qu'à la sortie du cahier des charges, on parle beaucoup du secteur automobile ces derniers temps. À raison d'ailleurs, le secteur automobile est un secteur très structurant, notamment pour l'industrie de manière générale, puisqu'il touche notamment la mécanique, le plastique, le secteur textile, le secteur électronique, etc. Donc oui, effectivement, on a besoin d'avoir un tissu de sous-traitants étoffé. Il y a déjà des acteurs qui sont dans le secteur depuis très longtemps. Il ne faut pas oublier le secteur de la mécanique en Algérie qui a commencé à se développer dans les années 70. Il y avait déjà à l'époque des sous-traitants pour la SNVI, par exemple, pour le NMTP, pour le complexe moteur, tracteur de Constantine, etc. Malgré que ce soit des complexes qui aient été voulus tout intégrer à l'époque, il y a eu un développement à la fin des années 80, début des années 90, d'un tissu de sous-traitants. SNVI parlait à l'époque de 300 PME sous-traitantes. Maintenant, peut-être un peu moins après la crise. Si on doit parler du secteur automobile en particulier, on peut parler modestement d'une vingtaine de PME qui activent directement dans le secteur, puisque nous sommes déjà dans la fabrication des sièges, des batteries, des tableaux de bord, de pare-chocs et autres éléments qui rentrent directement dans la fabrication des véhicules. Maintenant, ce n'est pas suffisant, certes. Il ne faut pas oublier que nous sortons d'une période, je suis désolé de dire le mot, de gabegie. Il y a eu des erreurs. Ces erreurs-là, il ne faudra pas les répéter. Nous sommes en train de travailler à l'intégration d'un certain nombre de PME dans le secteur de l'automobile pour les spécialiser, qui sont beaucoup plus généralistes, parce que le secteur automobile a ses propres normes. D'accord ? Il a ses propres normes, il a ses propres standards. Et il faut les accompagner pour se spécialiser dans ce secteur. Alors justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Adel Bensassi, les potentialités existent et sont réelles. On a déjà acquis un savoir-faire qui date déjà des années 70 avec la CNVI. On s'en souvient tous, M. Bensassi. Il faut aujourd'hui les identifier, les spécialiser et surtout les homologuer pour être aux normes. Oui, bien sûr. Il y a une phase d'homologation. Il y a une norme ISO qui correspond aux standards IATF, qui sont les standards de l'automobile. Homologation aussi par les constructeurs. Oui, tout à fait. D'abord, il faut être au standard, il faut avoir un système management qualité qui réponde à un minimum à ces standards-là, et ensuite passer par la phase d'homologation. Maintenant, je tiens à dire que si au départ, lors de l'assemblage, enfin de ces projets d'assemblage de véhicules, l'exportation n'est pas un objectif principal pour le développement de ce business, ça ne fonctionnera pas. On a vu au préalable qu'est-ce qui s'est passé. Fabriquer 10 000, 15 000, 20 000, même 50 000 véhicules d'un même modèle ne suffit pas à atteindre les volumes nécessaires à faire des économies d'échelle, et ne suffira pas aussi aux intégrateurs locaux, que ce soit des équipementiers ou des sous-traitants, à intégrer les chaînes de valeur internationales. Donc il faudrait réellement que ces projets-là soient pensés à un niveau régional et non pas national. Mais bien sûr, on parle de 750 000 automobiles au terme des 5 ans pour aller vers justement l'exportation, puisque le besoin actuellement se situe autour de 250 000. Alors, au-delà, bien sûr, de ces aspects par rapport à la sous-traitance, par rapport, bien sûr, à l'intégration, pour éviter de commettre les erreurs qu'on a connues par le passé, de l'importation nette de la pièce de rechange, bien sûr, servant à l'équipement du véhicule, nous avons des avantages et des faiblesses. Il faut impérativement les identifier. La bourse de la sous-traitance doit aujourd'hui jouer un rôle primordial. Bien sûr. C'est un rôle pivot. Les autorités ont fait ce qu'il fallait. Maintenant, oui, il faut laisser absolument. les industriels. Mais oui, bien sûr. Mais c'est ce qui s'est fait depuis, j'ai envie de dire, plusieurs années, qui s'est accéléré. La bourse de sous-traitance a évité que justement les constructeurs qui étaient installés au préalable et qui n'ont pas quitté l'Algérie, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont restés, qui ont lutté contre vents et marées, qui ont attendu ce nouveau cahier des charges justement. Et on a travaillé à l'homologation de
des sous-traitants avec ces donneurs d'ordre, donc ces constructeurs. Maintenant, la bourse de sous-traitance doit être appuyée par le ministère de l'Industrie, notamment au travers de son infrastructure qualité. C'est-à-dire qu'il y a eu la création du CETIM, qui est le Centre technique des industries mécaniques, qui va servir de partie tierce, notamment pour l'homologation, pour les analyses, pour le contrôle qualité, que ce soit en amont ou en aval de la production, et aussi la relance du plan de modernisation qui était anciennement le plan de mise à niveau des entreprises pour aller non seulement vers la certification ISO 9001, qui est un basique maintenant. On n'en parle pratiquement plus parce que c'est devenu essentiel pour toute PME industrielle, mais aussi vers des certifications beaucoup plus spécifiques secteur. Alors on parle de l'automobile, il y a aussi le secteur des hydrocarbures et de l'énergie où on demande aussi un certain niveau de qualité assez élevé et pour lesquels il faudra accompagner nos PME au travers de cette infrastructure qualité et de ce plan de modernisation du ministère de l'Industrie. Mais quand on parle d'un tissu de sous-traitants performant, cette infrastructure qualité, il faut bien sûr qu'elle soit accompagnée par la formation spécialisée au niveau des universités, au niveau des centres de formation professionnelle. Il faut se préparer dès maintenant, parce que les constructeurs vont arriver dans quelques temps. Mais je pense qu'il faut prendre l'exemple d'autres pays, je pense notamment à la Slovaquie et d'autres qui ont vu justement l'implantation d'une industrie automobile et qui n'étaient pas forcément des pays spécialisés dans ce domaine-là. Il faut des équipementiers. Écoutez, je vous parle en tant que moi-même sous-traitant, fabricant en mécanique de précision. Les centres de formation professionnelle représentent la cheville ouvrière de toute industrie naissante ou en développement. C'est-à-dire que là, l'université certes, mais on n'a pas besoin uniquement de bureaux d'études, de bureaux de recherche et développement. On a besoin de gens aussi devant les machines, des pilotes, d'accord, qui soient là pour exploiter, faire fonctionner au mieux les équipements. Et ce sont des techniciens spécialisés et issus des centres de formation professionnelle. Il faut créer justement ce pont, cette relation entreprise, monde du savoir, monde économique pour pouvoir accéder justement à cet objectif-là qui est à mon sens une obligation. On ne peut pas faire autrement. Alors dans le cahier de charge, bien sûr, il est stipulé qu'il y aura bien sûr une progression. On passe de l'importation vers bien sûr l'industrialisation des véhicules au niveau de notre pays avec un taux d'intégration qui varie de 5 à 30% sur bien sûr 5 ans d'implantation dans notre pays. Est-ce qu'il faudrait aussi que les constructeurs ramènent avec eux les équipementiers? Sans quoi rien ne pourrait se développer comme on le souhaiterait au terme des 5 ans? Bien, tout à fait. On l'a vu. Dans certains pays, il y a les équipementiers et pas les constructeurs. Oui, tout à fait. C'est ce qui s'est, par exemple, si on l'Europe de l'Est. Oui, l'Europe de l'Est, même la Turquie, où à un certain moment, les constructeurs ne voulaient pas aller. Ça a été très intelligent de leur part de développer justement la sous-traitance, la fabrication de pièces de rechange et d'équipements, aller directement vers l'exportation. Puis ensuite, il y a eu l'arrivée des équipementiers. Ici, on a la chance en Algérie d'avoir justement, à travers ce cahier des charges et puis un environnement économique favorable. Il ne faut pas oublier que l'Algérie, au niveau international, est un pays très compétitif en termes de coûts d'investissement et de coûts de production. D'accord ? On parle de coûts d'énergie, de coûts de construction et aussi de disponibilité de la ressource humaine et de proximité géographique des marchés. Et les avantages, bien sûr, à l'investissement. On a vu à travers la crise Covid et la crise économique et la situation internationale que la position géographique est un avantage indéniable, sans parler des avantages octroyés par le gouvernement qui sont très importants. Maintenant, encore une fois, il faudra que ces avantages soient équilibrés. Mais si on doit revenir aux équipementiers, c'est aux constructeurs, à mon sens, de demander à ces équipementiers de l'accompagner dans le cadre d'une implantation pérenne et encore une fois avec l'objectif d'exporter et d'en faire un véritable pôle régional de fabrication automobile. Et bien sûr, ça permettra la création de richesses et à la fois des emplois. Alors, nous avons des avantages comparatifs. Nous fabriquons déjà les batteries, nous fabriquons les sièges automobiles, câblerie aussi, et certains accessoires qui sont importants et qui répondent aux normes. Oui, tout à fait. Alors, pour le câble, je sais que oui, effectivement, l'Algérie est leader dans le domaine. Par contre, là, pour l'automobile, on va parler de faisceaux. Donc, il y a une partie d'assemblage, de découpe. Enfin, il y a un savoir-faire qui doit être
mise en place, mais en tout cas la matière première est là, et la matière première est élaborée, hein, ce n'est pas une matière première brute comme on parlerait du fer et du phosphate pour d'autres industries. Il y a aussi la sidérurgie qui est en plein développement. On a parlé du secteur des mines, c'est-à-dire que là vous voyez qu'il y a un écosystème qui est en train de se mettre en place, et à mon sens, on voit que la politique de développement actuellement est complètement en phase avec le développement d'une industrie automobile pérenne. Si on parle de développement des gisements, notamment pour l'acier, pour la sidérurgie, on parlait de garage billette, et le secteur automobile est un grand consommateur d'acier, que ce soit pour l'emboutissage, notamment pour les pièces de châssis, les pare-chocs, enfin tous les éléments qui rentrent dans la transformation d'acier par emboutissage, et aussi dans l'usinage. Donc l'important, vous avez parlé des équipementiers, il est aussi important de parler de la disponibilité des intrants et de la matière première en amont des industries pour permettre leur développement et gagner, encore une fois, en coût logistique. Alors, on parle bien sûr d'une trentaine de sous-traitants qui sont existants, qui sont homologués, qui répondent aux normes. Ce tissu, faut-il lui faire profiter des avantages à l'investissement et le soutenir encore davantage pour être prêt au terme des 2 ans? Oui, complètement. Je pense qu'on avait fait une proposition dans ce sens au niveau du Conseil, c'est-à-dire qu'on voudrait faire de l'Algérie une zone franche. Il y a des avantages, bien sûr, qui ont déjà été octroyés, il faut le souligner. On va les donner aux constructeurs, on les donne aussi aux sous-traitants. Oui, il faudrait les donner aux sous-traitants. On avait fait une proposition dans ce sens pour demander une exonération de droits de douane et de TVA pour les sous-traitants, que ce soit dans le secteur automobile ou autre, afin que l'Algérie devienne une sorte de zone franche et augmenter peut-être la TVA d'1 point ou 2 pour que ce ne soit pas douloureux en termes de coût pour le consommateur final, et pas obligé, mais en tout cas encourager fortement les sous-traitants à aller vers l'exportation. C'est-à-dire réduire les coûts en termes d'intrants, et accompagner les sous-traitants au travers de l'infrastructure qualité afin qu'ils se mettent aux normes et aux standards internationaux et qu'ils puissent aller vers l'exportation pour en faire des champions et qu'ils soient compétitifs au niveau international. C'est très important. D'autres pays le font, hein. C'est pas quelque chose de nouveau. La Chine l'a fait, le Vietnam, d'autres pays européens. C'est même considéré pour certains comme étant du dumping. Mais c'est à mon sens la moindre des choses si on veut véritablement étoffer ce tissu. Mais ce tissu de sous-traitance pour l'automobile, comme ça peut s'élargir à d'autres domaines, comme par exemple dans le domaine des hydrocarbures, est-ce qu'il faudrait aussi les accompagner pour pouvoir exporter? Tout à fait. Impérativement. On exporte déjà la batterie pour l'automobile? Oui, effectivement, mais c'est un début. C'est un très bon début d'ailleurs, qu'il faut encourager. Je pense que ce sont des success stories qu'il faut... on ne les met pas suffisamment en valeur. Il faudrait en faire des cas d'école justement pour encourager les autres entreprises à aller sur le même chemin et leur donner, si vous voulez, quels sont les risques et les erreurs à éviter pour capitaliser. Alors, Monsieur Adel Messassi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Bien sûr, on a parlé de l'automobile, mais il n'y a pas que l'automobile pour le tissu de la sous-traitance. Il y a aussi dans le domaine des hydrocarbures, on se souvient, il y a quelques années, on parlait de l'importation de l'équivalent de 4 milliards de dollars de sous-traitance pour ce qui concerne Sonatrach et Sonatrach. Cette industrie, bien sûr, de l'automobile va booster les autres secteurs puisqu'il est interdit aujourd'hui d'importer les véhicules au gasoil dans le cahier de charge. On parle même de véhicules hybrides, son importation à moyen terme, c'est une excellente opportunité pour passer le cap vers la transition énergétique qui est impérative pour notre pays puisqu'aujourd'hui on parle de sécurité énergétique tout à fait. À travers le monde et dans notre pays. Et c'est une priorité du président de la République. Bien sûr, les hydrocarbures, c'est une ressource finie. Donc nous avons des stocks que nous sommes en train d'exploiter, mais ce n'est pas une ressource infinie. Il y a un programme aussi dans le cadre du développement des énergies renouvelables qui est en train de se faire. Si on doit parler du secteur de l'énergie et des hydrocarbures, vous avez parlé de Sonatrach, Sonelgaz et les filiales, 4 milliards de dollars, c'est énorme.
C'était en 2010. Oui, oui, tout à fait. Je pense que le chiffre ne doit pas être différent, même si dernièrement, lors de la visite du ministre de l'Énergie au salon de l'industrie et de la sous-traitance et du partenariat la semaine dernière, on a parlé de l'intégration, d'un taux d'intégration qui commence à devenir intéressant, notamment on parlait de 300, l'équivalent de 300 millions de dollars commandés localement. Il y a un travail qui est en train d'être fait. Nous avons créé un comité dans le cadre du développement de la sous-traitance avec 5 filiales de Sonatrach pour le secteur amont. Il y a une préqualification d'entreprises qui a été faite par le secteur aval. Il y a 22 PME algériennes, même si ça paraît faible, c'est quand même un très très bon début qui ont été préqualifiées dans le cadre de la fabrication de pièces de rechange pour le secteur donc aval de Sonatrach. Donc ce travail-là, en parallèle du développement du secteur automobile, montre une réelle volonté et on parle non plus uniquement de volonté dans le cadre d'un projet, mais une réalité. C'est-à-dire que là, la sous-traitance prend réellement la place qui est la sienne, non pas uniquement par pur, je dirais, souhait politique ou nationalisme ou quoi que ce soit, c'est par besoin économique. C'est-à-dire qu'on a très bien compris que la sous-traitance est une nécessité si on veut consolider et développer tout type d'industrie, que ce soit pour l'automobile ou le secteur du oil and gas. Maintenant, l'automobile a cet avantage d'être un secteur où les besoins sont divers et variés et ce qu'on appelle un secteur structurant. C'est-à-dire qu'on parle de la sidérurgie en passant par le tissu pour arriver à l'électronique, au polymère, au caoutchouc. C'est-à-dire aucun secteur n'est oublié dans l'automobile, ce qui est à mon sens une très bonne chose pour la sous-traitance. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Adel Bensassi, pour le oil and gas, vous êtes le président du Conseil national de concertation pour le développement des PME, les petites et moyennes entreprises. Vous travaillez sur ce dossier actuellement? Tout à fait. Vous avancez avec Sonatrach? On avance très bien. On voit réellement un changement de paradigme. C'est-à-dire que précédemment, je ne sais pas que les portes étaient fermées, mais on avait beaucoup de mal à discuter avec les décideurs du secteur. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous avons signé le 24 février, date ô combien symbolique pour l'Algérie. Nationalisation des hydrocarbures. Le recouvrement, voilà, des capacités nationales et la nationalisation des hydrocarbures. Donc ce 24 février-là, nous avons signé donc une convention avec 5 filiales amont de Sonatrach, à savoir le NGTP, le NAGEO, le NSP, ENTP et ENAFOR, donc pour créer un comité permanent de suivi de l'intégration nationale avec des indicateurs de performance clairs, c'est-à-dire basés sur des chiffres. Les chiffres, c'est quoi? C'est intégration de tout ce qui est importé ici en Algérie. Alors ça va commencer bien sûr avec de la pièce de rechange, mais nous avons l'ambition d'arriver très rapidement à fabriquer des équipements, c'est-à-dire des sous-ensembles ici localement. Et comme vous disiez tout à l'heure, l'exportation sera une finalité pour nous, c'est-à-dire qu'on doit se servir du secteur bien sûr national comme levier de développement, mais ce n'est pas une fin en soi. On ne parle pas uniquement de dire voilà, on veut satisfaire le besoin national. On ne pourra jamais être compétitif si on ne va pas vers l'exportation pour atteindre des volumes nécessaires à cette compétitivité. Mais quand vous parlez de ce comité permanent de suivi par rapport aux importations pour les identifier, mais est-ce qu'on a l'équivalent en matière de production pour pouvoir assurer cette sous-traitance au niveau aussi bien de Sonelgaz que Sonatrach? Est-ce que vous avez des potentialités? Est-ce que ces entreprises sont identifiées? Est-ce que vous avez des indicateurs et des chiffres? Oui, Monsieur Adel Bensassi. Bien, écoutez, vous en êtes une, mais il y a d'autres. Non, attendez. D'abord, on parle de quoi? On parle de sous-traitance. Il y a la sous-traitance de services, c'est-à-dire la maintenance industrielle, qui représente une énorme partie de ces milliards de dollars dont on parle. Et il y a la partie fabrication. Elles sont évaluées, estimées. Bien sûr, il y a une nomenclature. Je vais pas parler au nom des grands donneurs d'ordre, mais il y a une nomenclature qui a déjà été faite. Et cette approche-là, elle est ciblée.
C'est-à-dire qu'on va commencer, parce que souvent, on est mis au pied du mur, c'est-à-dire, par exemple, quand on parle de turbine, si on doit citer cet exemple-là pour Sonatgaz, on va parler des ailettes de turbine, alors qu'une turbine est constituée de 20 000 pièces. Et on nous dit qu'on va directement à la pièce la plus difficile, et puis on nous fait peur. Attention, c'est sensible, c'est délicat, c'est un équipement, si vous vous rendez compte, et puis le risque, etc. Et les turbines à gaz sont fabriquées aujourd'hui par General Electric. Oui, absolument. Eh bien, General Electric, lui, qui est le concepteur et le fabricant de ces turbines, a déjà fait la préqualification de fournisseurs locaux algériens pour intégrer localement, pas parce que forcément... On parle d'une vingtaine. Absolument, mais c'est déjà un bon début. Mais encore une fois, il faut aller du plus facile au plus difficile. C'est-à-dire, ça ne sert à rien d'aller vers la complexité où on n'arrivera pas à court terme. Il faut aller vers les choses qu'on sait déjà fabriquer. Je vous donne l'exemple pendant la période Covid où toutes les importations étaient à l'arrêt. On a été amené à fabriquer des boulons pour refermer les couvercles de turbines ici en Algérie. Quand j'ai posé la question, mais enfin pourquoi on n'a jamais été sollicité pour ces boulons-là, même si c'est du spécifique, hein, c'est pas du standard qui se vend au kilo, on nous a dit que c'était dans la nomenclature des pièces importées. Donc vous vous rendez compte qu'il y avait un réel travail à faire, et encore une fois, cette crise nous a permis de nous repositionner de manière stratégique et comprendre l'intérêt justement d'avoir une certaine autonomie en local. C'est-à-dire que bon, on sait très bien qu'on ne peut pas tout fabriquer, que ce n'est pas rentable, ce n'est pas viable, on ne pourra pas vivre en autarcie, mais quand même, il y a un minimum, c'est-à-dire qu'on puisse au moins fabriquer les éléments consommables pour ne pas s'arrêter, pour ne pas arrêter la production. Alors, c'est ici de la sous-traitance qui concerne tous les domaines. On parle aujourd'hui de l'automobile, on parle de certaines industries dans les hydrocarbures, gaz et bien sûr et pétrole. On parle également des domaines aujourd'hui du photovoltaïque, avec bien sûr cette transition énergétique qui est impérative et nécessaire. On parle du secteur de l'agriculture, on peut parler bien sûr du secteur de la santé également, et on l'a vécu pendant la période du Covid. On a été même contraint à fabriquer de l'oxygène. Est-ce que ce tissu de la sous-traitance va booster l'industrie pour augmenter le niveau du PIB qui n'a pas évolué des pratiquement 4 voire 5%? Allez, on va dire 5% depuis les années 70. Oui, effectivement, le secteur industriel... Beaucoup de pays évoluent avec la PME, la petite entreprise. La PME représente 97% du tissu des entreprises algériennes. TPE, PME. Voilà, la toute petite entreprise. Les TPE sont des PME en devenir, quoi qu'il advienne, mais elles ont besoin de se développer. Oui, tout à fait. Elles ont besoin de se développer. La sous-traitance, point de développement industriel sans sous-traitance. Voilà, c'est très clair. S'il n'y a pas de développement de la sous-traitance, il n'y aura pas de développement industriel. Mais c'est ce qui va booster aujourd'hui cette industrie pour augmenter notre PIB, puisqu'on a vu que dans certains pays, ils vivent grâce aux petites entreprises. Oui, l'exemple de l'Italie, par exemple. L'Italie, à mon sens, il est édifiant, et je pense qu'il faut prendre exemple aussi sur ce pays, que ce soit bien sûr l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne. Tous ces pays-là, ces pays européens, ont basé leur développement industriel sur la PME et sur la sous-traitance. Donc, c'est pas un hasard. Je pense que l'accompagnement de tous les projets, les grands projets industriels en Algérie, doit se faire au travers du développement de la PME. Les bourses de sous-traitance sont un élément clé justement pour mettre en relation les grands donneurs d'ordre avec les fabricants, mais aussi peut-être inspirer aussi un certain nombre d'investissements. J'ai été contacté par des conseillers du commerce extérieur d'un certain nombre de pays européens qui veulent relocaliser la production de produits où l'énergie représente une part très importante. Je parle de l'industrie. C'est l'avantage comparatif. L'industrie plastique. Le prix du gaz. Pour ne citer que cela, le prix d'énergie en Algérie est des plus compétitifs au niveau de... Il y a aussi disponibilité. Oui, la disponibilité et le coût, c'est énorme. Là, on parle d'une multiplication par 10, voire plus, du coût de l'énergie en Europe. Vous vous rendez compte, ce n'est plus tenable. Et je pense qu'avec le nouveau code de l'investissement, il y a réellement une opportunité pour ces entreprises, soit de venir s'implanter à 100% en IDE, soit de s'implanter avec un partenaire local. Et trouver un partenariat. Mais le contexte est à notre avantage. Il faut accélérer aujourd'hui le processus de réforme et la mise en œuvre aussi de l'Agence nationale de l'investissement.
Absolument. Bon, On a promulgué les textes rapidement, mais il faut qu'elles soient opérationnelles. Absolument, c'est ce que nous attendons, parce que là, le temps économique n'est pas le temps administratif, et réellement, c'est un appel qu'on fait pour que cette nouvelle agence algérienne de promotion de l'investissement soit opérationnelle le plus rapidement possible pour permettre un accompagnement, un développement de l'investissement. C'est des indicateurs actuels positifs pour l'économie algérienne, puisqu'on parle de la projection de 4,5% de croissance à horizon 2023 pour intégrer aussi les pays du BRICS, puisque nos ambitions aujourd'hui politiques, c'est d'adhérer aux pays du BRICS. Les pays du BRICS, oui. Tout à fait, c'est une excellente démarche et il faut se donner les moyens d'y arriver. Parce que, être compétitif. Oui, être compétitif et puis même intégrer la recherche et développement. C'est-à-dire pas uniquement, vous avez très justement parlé des PME, du développement de la sous-traitance, de la formation. Il faut parler aussi de la recherche et développement. C'est-à-dire que si on doit faire le distinguo, par exemple, entre une start-up et une PME, la PME va exploiter un business model qui a déjà été élaboré et éprouvé. La start-up va aller justement vers l'innovation et vers la création de ce nouveau business model. Et il faut faire cette relation justement entre les start-up et les PME et les grands donneurs d'ordre pour permettre à ces entreprises innovantes de développer et de proposer leur innovation à des entreprises industrielles déjà établies sur le marché. Il y a actuellement un véritable effet de silo. Si on doit analyser l'écosystème algérien, on se rend compte que tout existe, mais il n'y a pas véritablement un projet commun qui permet de mutualiser tous ces moyens et de travailler dans le même sens. C'est aussi le travail du conseil que j'ai l'honneur de présider actuellement, de faire travailler tous les éléments parties prenantes de l'écosystème pour pouvoir aller non seulement vers le développement de la sous-traitance, de l'industrie, de la production nationale, et aussi parler d'innovation et de recherche et développement. Parce qu'on ne pourra pas être uniquement sous-traitant, il faudra à un certain moment prendre le leadership. On fait comme pour le moment, mais j'espère que à très moyen terme en tous les cas, on prendra le leadership industriel qui nous manque actuellement. Alors, vous avez cette question de l'auditeur, M. Adel Bensassi. Je pense que 30% d'intégration au bout de 5 ans est un peu quand on sait que les batteries, les pneus, les câbleries, les siègeries et surtout les châssis et les tôleries sont déjà et peuvent être produits localement dans les années à venir. Il faudrait peut-être au bout de 5 ans augmenter ce taux d'intégration pour atteindre les 45, voire 50% et même 60%, comme cela se fait par exemple dans certains pays qui ont commencé justement par cette industrie. Vous avez l'exemple de la Turquie qui est édifiant. Bien sûr, c'est à nous de le faire. J'ai envie de dire, bon, maintenant... L'Indonésie aussi, le Vietnam. Bien sûr, on a posé les jalons de cette industrie. Pour le moment, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Il faut commencer graduellement, pas à pas. Il faut être réaliste. Je ne vends pas du rêve. Réaliser déjà ça, voilà. C'est bien. 30%, c'est très 30%, bien. Consolider ça. Et je pense que, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Et que, par contre, c'est réalisable si on arrive à intégrer les éléments un peu complexes, que ce soit moteur thermique, moteur électrique, et surtout, l'intégration en amont de l'industrie, c'est-à-dire l'intégration des matières premières, l'élaboration et la transformation sur place en Algérie. Alors, quand on parle bien sûr des avantages comparatifs, on a parlé bien sûr du coût de l'énergie, on le voit aujourd'hui dans notre pays, on ne subit pas la même pression que connaissent certains pays de l'Europe qui sont à proximité, que nous connaissons, et nous voyons déjà les bagarres au niveau des stations d'essence pour bien sûr s'approvisionner en carburant. Alors, on parle de véhicules hybrides, il faut commencer aussi à mettre en place une politique pour la réalisation des bornes électriques pour aller directement vers cette transition énergétique qui est aujourd'hui importante pour notre pays. Oui, effectivement. Puisqu'on a un taux d'ensoleillement les plus importants au niveau de la région. Et justement, parce que le 4% de notre soleil peut alimenter toute l'Europe. Oui, c'est bien de le dire, mais il faudrait qu'on accélère assez rapidement la production énergétique à partir d'énergies renouvelables. C'est-à-dire, mettre des bornes électriques, c'est bien, mais il faut considérer que la consommation... Les équiper en panneaux photovoltaïques. Oui, il y a le photovoltaïque, il y a l'hydrogène, même si c'est pas photovoltaïque. Photovoltaïque, il y a l'hydrogène, que ce soit l'hydrogène vert ou même l'hydrogène issu des énergies fossiles. On parle aussi de l'hydrogène. Mais en tous les cas, il y a deux choses. Pour les véhicules hybrides, d'abord,
le fait d'importer des véhicules et de développer le service après-vente qui nous manque actuellement, justement, il n'y a pas encore ce savoir-faire, ça va être une première Il est étape. contenu dans justement ce Absolument. cahier de charge, l'obligation d'assurer le service après-vente et bien sûr les délais de livraison. Vous avez autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui le problème de l'intégration et l'approbation du donneur de licence, il faut revoir les contrats de licence. Les contrats de licence, ce sont les donneurs d'ordre qui vont les revoir en fonction de leurs intérêts. L'intérêt d'un constructeur à s'implanter en Algérie, c'est de développer un tissu de sous-traitants. Donc les contrats de licence devront être revus en conséquence. Et puis, ce n'est pas le Coran, c'est-à-dire que c'est des choses qui doivent évoluer dans le temps. Je pense qu'il faut laisser la porte Le contexte ouverte, l'exige. permettre aux sous-traitants d'intégrer la chaîne de valeur et ensuite de monter graduellement en exigence qualité. Parce que si on place la barre trop haut dès le départ, c'est comme, j'ai envie de dire, une manière déguisée de ne pas promouvoir l'intégration locale et la sous-traitance. Mais c'est les constructeurs qui vont exiger certaines normes aussi, Monsieur Adel Bessessi. C'est normal. Alors justement, par rapport à cette industrie qui est souhaitable aujourd'hui pour notre pays, pour atteindre un niveau de croissance supérieur à celui qui est existant actuellement, malgré la résilience de notre économie, il faut aussi accompagner ces mesures, bien sûr, pour la sous-traitance, pour l'industrie, pour bien sûr développer notre économie à d'autres aspects qui sont impératifs. Une réforme bancaire pour l'accompagnement justement des industriels, c'est impératif aujourd'hui. Oui, oui. Monsieur Adel Bessessi, puisque déjà le président de la République, il a annoncé la révision de la loi sur la monnaie et le crédit. Oui, c'est Pour discuter un peu des taux transférables. Dans aucun pays, c'est tabou. Bien sûr. Et bien c'est sûr. toléré. Non, c'est tout à fait normal. Il est normal que tout investisseur ait le droit de rapatrier ses dividendes. C'est quelque chose qui est déjà... Pas toutes les dividendes, il y a des seuils qui sont fixés. Voilà. Ça a été fixé au niveau législatif, donc je ne vais pas y revenir. La réglementation algérienne est claire, elle est stable, on garantit la stabilité des textes aussi, ce qui a été un facteur bloquant de l'investissement direct étranger. Maintenant, je pense qu'il faut gagner en souplesse et en réactivité. C'est-à-dire que le secteur bancaire ou le secteur financier de manière générale doit être réactif et souple. On ne peut pas ériger des murs. Il y a actuellement de très gros risques pour les exportateurs, notamment en ce qui concerne le rapatriement des règlements, etc. C'est-à-dire que d'où la révision de la loi sur la monnaie et le crédit. Absolument, parce que la pénalisation... On va clôturer l'année avec 7 milliards de dollars, mais on pourrait atteindre facilement le double pour 2023, bien sûr en étant plus flexible. Plus flexible, et puis qu'il n'y ait pas cette épée de Damoclès, cette pénalisation qui guette l'investisseur ou le gestionnaire à tout moment. Je pense que la loi est assez claire, la présomption d'innocence doit primer et non plus la présomption de culpabilité. Voilà. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé, Monsieur Adel Bessessi, c'est qu'il faut une action concomitante qui concerne tous les secteurs en même temps, que ce soit le secteur de l'industrie, que ce soit celui du commerce, que ce soit aussi celui de TIC, la numérisation. Les territoires, leur valorisation, c'est ça la plus grande richesse de notre pays, puisqu'on a, dans un premier temps, souhaité implanter l'industrie automobile au niveau de Ouatlilet à Oran. Est-ce qu'il faudrait l'élargir aussi, c'est-à-dire chaque région lui donner sa propre vocation industrielle? L'Algérie est vaste, c'est un sous-continent, c'est-à-dire que ce serait bien, oui, effectivement, de créer des clusters régionaux par filière, effectivement, mais à l'impossible, nul n'est tenu, dans ce sens que toutes les régions... Mais une région à vocation agricole ne peut pas devenir aussi une région industrielle. Elle peut, mais enfin, quel serait l'intérêt? Voilà, c'est ça. Une agro-industrie. C'est-à-dire qu'il faudrait la lier... Rester dans la même... Voilà, la lier à ce qui est naturellement son activité pour faire de la transformation ou de l'intégration, soit en amont de l'intégration de matières premières, par exemple. Puisqu'on parle d'agriculture, on peut parler des fertilisants et autres produits phytosanitaires, et aussi de l'agrotransformation, effectivement. Maintenant, le secteur automobile, bien sûr, vous avez parlé d'Oran, il y a Tiaret, il y aurait éventuellement aussi Batna, pourquoi pas. Je pense que ce sont des régions qui gagnent à
comment dirais-je, à travailler ensemble. Il y a l'infrastructure. Ce qui est l'intérêt, c'est qu'il y a déjà les routes. On attend aussi le développement du chemin de fer parce que l'infrastructure est aussi importante si on veut valoriser nos régions. Si vous vous dites oui, c'est intéressant de donner des avantages pour aller s'implanter sur les hauts plateaux ou les régions du Grand Sud, s'il n'y a pas d'infrastructure, ça ne fonctionnera pas. Et si je peux me permettre, Tamanrasset, par exemple, peut être un véritable hub de transformation agricole, notamment pour les produits des pays limitrophes. Si on parle d'aloe vera, on parle de la mangue, toutes ces matières premières justement qui servent notamment aussi bien pour le secteur agricole, mais aussi pour le secteur cosmétique. Et c'est important et nous avons d'énormes potentialités. Il faut, par rapport justement à cette infrastructure, accélérer l'investissement privé dans le fret maritime aérien. Oui. Et faciliter aussi les procédures. Bien sûr. Lancer les appels d'offres. Oui, lancer les appels d'offres. Et là, je lance un appel à ces gros investisseurs pour intégrer localement. Je pense à l'industrie navale, par exemple. La CNAN, si elle doit acheter un certain nombre de navires, c'est un véritable appel pour dire... CNAN, c'est étatique, c'est oui, public. Oui, bien sûr, c'est le plus gros donneur d'ordre de toutes les manières. Et, et elle a été malheureusement déstructurée totalement. Déstructurée, elle mériterait d'être restructurée et de servir de levier de développement d'une industrie navale. L'industrie navale, si on doit citer l'exemple de la Corée du Sud... Là aussi, c'est la sous-traitance. C'est la sous-traitance, parce que tous les secteurs sont concernés et c'est un gros secteur structurant, peut-être autant, si ce n'est plus que le secteur automobile. Et l'industrie navale, on en a parlé, on doit parler aussi Abou de l'industrie... Voilà, oui, l'unité de production. Bien sûr, et on doit parler aussi de l'industrie aéronautique, et je souhaiterais réellement que maintenant, tous les appels d'offres soient accompagnés par une clause de contenu local pour le développement de la sous-traitance. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, la sous-traitance doit avoir aussi une vision régionale pour qu'elle soit rentable et répondre aux coûts et aux normes. Oui, c'est ça. Régional, je pense que c'est transnational, c'est-à-dire qu'on parle du continent africain, de la zone arabe de libre-échange et de l'Union européenne. On ne peut plus penser uniquement satisfaire les besoins nationaux. Si on doit pérenniser, encore une fois, tout projet industriel, il faut rejoindre les chaînes de valeur internationales et donc, pour être rentable, encore une fois, il y a des effets de levier, des effets de volume qu'on doit atteindre dans le respect des normes, dans le respect de la qualité. Je ne parle même pas de productivité parce que je pense que l'Algérie est un des pays où les coûts de production sont vraiment très, très, très compétitifs au niveau mondial. Il faut aussi parallèlement, par exemple, M. Adel Bensassi, accélérer les réformes dans tous les domaines pour atteindre, parce que dans certains pays, on parle carrément de l'intelligence artificielle. On a dépassé le cap industriel maintenant. C'est ça. Je peux parler avec vous virtuellement. Oui, c'est ça. Tout en étant présent ici, virtuellement. Non, mais je pense qu'il y a des applications déjà qui touchent à ce secteur-là. Il faut se préparer. Il serait bon de le généraliser. Le monde est en train d'évoluer très vite. Complètement. Trop vite même. Monsieur Adel Bensassi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée et à bientôt. Merci. À demain. Bientôt. Au revoir.